Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, il avance quelquefois la femme entre puissance et délicatesse, entre lucidité, dit-on, intuition. Alors la science observe les différences, la culture a ses filtres, l'histoire parfois lourde, parfois lumineuse, a également son mot à dire. Nous en parlerons ce matin. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui dans son corps, dans sa psyché, dans son monde intérieur? Et si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours de 10h à midi. Et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités. Nous sommes avec Asma Niang, qui est une athlète marocaine, qui est double olympienne, qui est quintuple championne d'Afrique de judo. C'est le palmarès le plus important du judo marocain. Elle est aujourd'hui préparatrice mentale, thérapeute psychopraticienne. Donc ça rejoint aussi les sujets que nous évoquons avec Madame Mehlo, qui est business coach et qui déjà a des compétences plus. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello Badr. Hello Badr. Alors ce matin on est un peu en avance sur notre émission en général, c'est les thématiques de 11h30. Alors ça va être notre sujet tout au long des 2 heures d'émission avec Madame Mehlo et notre invité Asma Niang. Alors on parle de puissance, de vulnérabilité ou de potentiel. Alors nous avons une judoka, donc il y a déjà une qualification qui est prise. Alors je ne sais pas comment va se répartir les rôles ce matin. Je ne sais pas, mais tu sais, la vie, Badr, je pense qu'elle t'a enseigné qu'elle n'est pas noire ou blanche. Absolument. Je pense qu'on peut intégrer je pense qu'on peut intégrer deux opposés ou deux contradictions ou deux forces. En même temps, on peut être à la fois forte et à la fois vulnérable. Et c'est un très beau sujet. Ah ben la douceur est une force extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc, elle désamorce. Mais dans le judoka, on a tendance à utiliser la force de l'adversaire, dit-on. Bon, je ne suis pas praticien. C'est ce qu'elle dit Myriam, la polarité, tout est polarité. Dans le vivant, il y a la polarité. Donc le judo, c'est ça. C'est utiliser la force. On a une force, mais on utilise la force de l'adversaire. Ah bah c'est certains en politique effectivement sont maîtres en la matière. Ce matin nous allons parler je le disais, de la place de la femme. Il y a des articles qui ont pu faire réagir dans la société marocaine. Alors est-ce qu'elle occupe la place qu'elle pourrait occuper dans un monde? On est toujours en deçà de ce qu'on peut être. Alors c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Je ne suis pas certain quand je promène mon regard que tout un chacun atteigne entre guillemets ses potentialités. Alors les femmes spécifiquement, ça démarre fort, tu vois. Ta question, elle est tout de suite, elle nous pousse à. C'est une très bonne question. Moi, je m'intéresse beaucoup aux écrits de la sociologue Soumiane Amengsous, qui récemment s'est fendue d'un article très intéressant. Au détour d'une rue, je pense qu'elle a croisé quelqu'un qui disait quelque chose que le mara kharjat min al-aouja diyal ar-rajul. Tu vois, un truc du genre femme tais-toi, Aslan, vous êtes toutes tordues parce que kharjtum min al-aouja. Et je pense que cet échange d'après l'article de Soumiane Amengsous, c'est pas quelque chose auquel on assiste pour la première fois. On a toujours entendu dans notre société que la femme sort d'une côte tordue de l'homme. Il ne faut pas le dire au judoka, c'est pas conseillé. Alors, ce que j'ai aimé dans l'article, et là aussi je la cite parce que c'est très intéressant, elle s'est appuyée sur les écrits coraniques, elle s'est appuyée également sur les hadiths, elle s'est appuyée également sur les traditions judéo-chrétiennes, et j'allais dire, le côté de la femme qui sort de la côte tordue d'un homme vient plutôt de la spiritualité judéo-chrétienne que du Coran. Dans le Coran, il n'y aurait aucun verset qui mentionne cela. Cependant, il y a un hadith, Bukhari, qui dirait ça, mais qui dirait ça non pas, c'est dit, parce que dans la tradition aussi coranique, et je tiens à m'appuyer sur ça parce que tu parlais de notre société, donc je suis obligée de parler de nos racines, des racines musulmanes de la société, des traditions de la société, qui ferait que aujourd'hui, on a des perceptions de nous-mêmes en tant que femmes, et les hommes ont des perceptions des femmes en tant que complément, et des perceptions qui peuvent être erronées ou pas erronées, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou que ce soit vis-à-vis des hommes, mais qui ne viendraient pas de nulle part, qui viendraient d'un héritage culturel, qui viendraient d'un héritage spirituel, qui viendraient d'un héritage religieux. Et ce que corrige la sociologue, c'est qu'elle dit... l'explication de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce serait plutôt de dire que cette courbure, éventuellement cette courbure, n'est pas quelque chose de tordu, mais ça invite
à traiter différemment les femmes, puisqu'elles sont dotées d'une très grande intelligence émotionnelle et qu'il faudrait les traiter avec beaucoup de délicatesse liée à ça. Voilà. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne sais pas si tu souhaitais réagir à l'un des aspects qui viennent d'être évoqués par Mme Mihlou, Smaniang. Et puis après, moi, c'est concernant les femmes, j'aurais beaucoup à dire, tant que je suis aussi une femme, et puis j'ai eu un modèle extraordinaire qui est ma mère veilleuse. J'aime bien les langages d'oiseaux, alors attention, vous en allez en avoir beaucoup ici, dans le sens où on dans les croyances sociétales depuis toujours, l'homme bâtisseur, la femme nourricière de la planète, nourricière qui est un peu le centre même. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui changent. Il y a du mouvement. On est en 2025 et l'énergie féminine de la femme, il y a l'énergie masculine et en ce moment, on est en train de changer d'endroit, on est en train de changer de mouvement et je pense que les coexistantes entre l'homme et la femme ne se comprennent pas. Oui, c'est plus délicat puisque c'est un débat qui existe dans la société. Mais dans les traditions abrahamiques, il y a Lilith qui convainc le serpent, qui convainc la femme, qui convainc Adam de manger la pomme. Donc la vie est née dans le péché. Mais si on est convaincu, c'est que quelque part, le péché, il est dans le cœur de tout un chacun. Et c'est pour ça que je salue ce matin l'article de la sociologue qui rétablit quelque part une forme de vérité, qui dit que dans le Coran, la responsabilité, il y a une co-responsabilité entre l'homme et la femme. Il n'y a pas la responsabilité de la femme vers le péché, mais il y a co-responsabilité. Dans la logique, si on est convaincu, c'est qu'on était convaincable. Non, c'est important de parler des écrits. Tu sais, dans la vie et dans ma profession, les écrits et les mots influencent énormément les pensées et les émotions et les comportements. Donc, comment on est conditionné, comment on se comporte avec l'autre, c'est en fonction de nos filtres, de nos perceptions et de nos conditionnements. Donc, si à la base, on voit que la femme est responsable de quelque chose qui est négatif, perception erronée, on risque de la traiter d'une manière peut-être plus dure, d'une manière plus coercitive, de ne pas lui laisser prendre la place qu'il faut peut-être dans la société, or que à la base, Dieu a créé l'homme et la femme, et il y a une co-responsabilité dans tout. Et j'aime beaucoup cette notion-là parce qu'elle permet pas une notion peut-être d'égalité, mais une notion d'équité de traitement. Et c'est très important. Et si, pour revenir, est-ce que la femme, pour répondre directement, est-ce que la femme a toute sa place dans la société marocaine? Déjà, par rapport au taux d'alphabétisation des femmes, par rapport aux hommes, par rapport aux chances et aux opportunités d'accès à l'éducation. Je ne parle pas des villes, je parle de l'ensemble du pays, les petits villages, les zones rurales, les zones reculées, les zones enclavées. Peut-être pas que les femmes ont les mêmes chances et les mêmes opportunités d'accès à l'éducation et qui signifie qu'elles n'ont pas les mêmes chances d'évoluer plus tard de la même façon. J'ai beaucoup aimé le fait que Asmaniang ait parlé d'énergie masculine et d'énergie féminine. Parce que dans l'observation qu'on fait, on est traversé par les deux à des degrés différents et des nuances spécifiques à tout un chacun. Et j'ai l'impression que dans ce débat-là, on attend entre guillemets que l'équilibre puisse pencher d'un côté ou de l'autre. Alors le féminin existe, le masculin existe en tant qu'énergie, et il serait dommageable de comparer, de dire ceci est meilleur ou ceci est moins bien, ou l'inverse, ou de se dire d'établir des supériorités ou des infériorités là où la nature a décidé que les choses puissent exister telles qu'elles ont toujours pu exister. Après, effectivement, les formes, ça dépend des cultures et ça dépend aussi des arbitrages qu'on fait tout au long de notre vie. On va reprendre notre conversation qui n'a fait que débuter à 10h20. Nous restons ouverts à l'échange si vous avez des avis ou des questions. On va profiter de la respiration musicale qui est également une énergie dont on profite. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons la suite de notre conversation qui ne s'est pas arrêtée. C'est un sujet proprement effectivement ce sont des sujets qui sont des sujets de débat, il faut le dire, parce que pour avancer entre guillemets dans la vie, il y a bien entendu des polarités et c'est souvent les réticences ou les attractions entre guillemets qui font qu'on avance d'un côté ou de l'autre. Et il y a la force des modèles. Quelquefois ce sont des modèles familiaux et quelquefois ces modèles existent dans la société. Ils ont entre guillemets plus
plus d'influence et plus de pouvoir, entre guillemets, que toute autre chose. Souvent, même pour faire des choix dans la vie, des choix professionnels, ce sont des exemples qu'on a pu observer, qui nous ont attirés, et on ne sait pas bien pourquoi. Ça existe, bien entendu, pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles. C'est souvent à cet âge-là, quand on est encore en phase de construction, que nous sommes drivés dans une direction ou dans une autre. J'aimerais bien te dire que, parce qu'on discutait effectivement en off, Oui. et tu as raison sur la question des modèles, même entre les modèles des femmes Chamal et les modèles des femmes Janoub du Maghreb, tu vois, entre le nord et le sud, et entre la côte et Dakhil, probablement qu'il serait difficile de dessiner un seul portrait de femme marocaine. On nous appelait l'Empire chérifien. Tant on est pluriel. Et les femmes sont plurielles dans ce pays. Donc le modèle qui s'applique aux femmes casablancaises peut-être ne s'appliquera pas aux femmes tangéroises, aux femmes de Sahara. Chaque culture est porteuse de modèles, est porteuse à ses racines, à ses traditions, à ses routines. Et il y a un matriarcat aussi qui existe dans le sud du Maroc, alors que le reste de la société semble être quand même assez patriarcale. Et donc même dans ces façons-là de regarder le monde, les femmes et les hommes ne vont pas se construire de la même façon, ne vont pas grandir de la même façon, ne vont pas regarder l'autre de la même façon. Mais c'est une société matriarcale où la femme est centrale dans le couple, dans la famille, où elle a le droit de refaire sa vie, où elle a le droit, où c'est tout à fait normal qu'elle refasse sa vie, qu'elle divorce, qu'elle se remarie, qu'elle divorce, qu'elle se remarie. Et c'est tout à fait normal, ça ne lui enlève en rien sa valeur. Mais quand dans d'autres tribus ou d'autres parties de la société, répartition géographique ou tradition d'une famille, etc., elle divorce, etc., mais ça conditionne énormément de choses sur le regard qu'on porte sur cette femme-là, sur le regard qu'on porte sur la nécessité, sur le regard qu'on porte sur ses études. C'est un débat au Parlement. Les divorces explosent et il y a une réponse un peu cinglante du ministre. Mais j'essaie juste de te dire que ce qu'on va dire là, c'est juste une invitation à regarder peut-être d'où on vient et pourquoi il y a des schémas peut-être qui se répètent dans certaines familles et comment une femme, mais si elle doit être comme ça ou elle doit être comme ça, personne ne doit dire aux femmes comment elles doivent être. Chacune doit écouter son cœur, son esprit, ses ambitions pour tracer le chemin qu'elle veut, elle, en fonction de ses convictions et idéalement dans le respect aussi de sa famille. On ne dit pas qu'il faut balayer, bien au contraire. La plus belle image qu'on peut avoir d'une femme, c'est une femme qui est fière de ses racines, et qui accepte ses racines, mais que ses racines ne l'empêchent pas de se déployer très, très haut vers le ciel. Elle me fait penser à une étude qui en fait sur... là, c'est une étude vraiment sociologique sur les femmes Maasai. Donc les femmes Maasai sont matriarcales. Alors il y a beaucoup de tribus en Afrique subsaharienne où c'est très matriarcal. Donc, on a les Maasai, il y a aussi les Peuls. Moi je suis aussi moitié Peul, donc je sais de quoi je parle. Et on a vu quand c'est une tribu matriarcale, donc l'étude elle faisait là-dessus, ou patriarcale, la relation à l'homme et de comment l'homme se construit, elle est complètement différente. Et ça, c'est des faits qui ont s'avéré sur plusieurs études. Et là, vraiment, c'était significatif. Alors, on n'est pas vraiment... Mon discours, il n'est pas... si une société matriarcale, elle serait mieux qu'une société patriarcale. Je ne suis pas du tout dans ce débat. Mais il y a des faits. Il y a des choses qui sont faites là. Et je vais juste reprendre par une expérience de vie que j'ai. J'accompagne, moi, des jeunes filles. Oui. Donc des jeunes filles qui sont, on va dire, une énergie masculine très haute, elles font un sport. Et elles ont un point commun sur leur énergie masculine et leur énergie féminine très bas, elles ne veulent pas l'exprimer. Comme une sorte de colère. Et donc quand je creuse un petit peu en thérapie, elles ont toutes un point commun. La figure, finalement, du père. Donc elles prennent sa place. Voilà, c'est en fait comme tout à l'heure elle expliquait en off, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose de place vacante, donc je prends pleinement pour me protéger, je joue ce rôle. Et ça, c'est vraiment un fait factuel qui est là. Donc repensez ça. Oui, bon, on va y revenir après les actualités. Bon, le sport, c'est un sujet qui intéresse grandement Karim Droné. Bon, on va l'écouter pour le flash et on reprendra la suite de notre émission des experts. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos deux invités, Hello et Asma Nyang. On parlait de la force aussi de l'exemple. Et bien entendu, si on choisit dans ces premières... Le hasard n'existe pas. Si on est sur une voie, c'est que quelque part, il y a des raisons qui nous y mènent. Dans le sport, tout spécifiquement. Et on venait d'en parler. Mais il y a la force de l'exemple, plus généralement, Hello, qui nous aide, entre guillemets, à nous orienter. On est attiré par certains profils. Et je ne sais pas ce qu'il en est, bon, à titre individuel et au singulier. S'il fallait peut-être répondre à cette question-là, Madame Hello. Est-ce qu'on est attiré? Oui, il y a des profils, des énergies, il y a des modèles, des femmes qu'on retient quand on est une femme. Mais souvent, effectivement, l'identification est plus simple, même si on peut s'identifier, entre guillemets, à des sportifs quand on est une jeune fille, qu'il soit garçon, enfin, entre guillemets, homme ou femme. Je pense que j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup aimé ma grand-mère maternelle. Non, bizarrement, alors c'est ma grand-mère maternelle que je citerai, que j'ai pu citer dans une autre émission. Elle s'appelait Rahma, Allah Rahma. Et Rahma était caractérisée par quelque chose que je trouvais assez puissant. Elle avait une puissance déjà à éduquer 10 garçons et filles, ce que je me disais, mais comment elle fait? Donc, comment elle fait? Un peu en commun avec ma grand-mère. Exactement, elle était analphabète et elle a décidé de reprendre le chemin des études et de la lecture à l'âge de 60 ans, enfin après ses 60 ans. Et pour moi, et elle se levait tous les matins avant le Fajr pour faire la prière et pour préparer, t'imagines la tribu quoi, elle dit, moi je passais mes vacances chez elle. L'équipe de foot. Mais je me disais, mais comment elle tire? C'était la première levée, la dernière couchée, et elle préparait les pains maison et ça sentait très bon. C'était en général quand je commençais à sentir l'odeur du pain qui sortait du four, c'est à ce moment-là que je me levais parce que je me disais, je vais choper le pain avant qu'il disparaisse, c'est surtout ça. Et en fait, je pense que c'était très longtemps, c'était mon modèle et elle est toujours, malgré son départ il y a quelques mois, parce que elle avait, je la trouvais. Quand on est aussi ordonné, on vit longtemps. Dans sa... Oui, elle était persévérante. Moi, je te dirais qu'elle était. Je voyais ses routines, je voyais sa persévérance, je voyais sa ténacité, je voyais qu'elle ne lâchait rien et pourtant rien ne l'a prédisposée à être persévérante et pourtant elle l'était. C'était une femme normale. C'est un exemple et c'est important, mais chacun peut y répondre à cette question-là. Alors Asma Nyang, dans le parcours de vie qui est le vôtre, qu'est-ce qui vous a entre guillemets dans le modèle attiré? J'ai entendu déjà votre mère. Oui, ma mère c'est un modèle extraordinaire, sachant que moi ma mère je ne l'ai connue qu'à l'âge de 11-12 ans. Comme moi, ma mère m'a laissé 1 an, donc une rupture, une grande rupture, et donc j'ai vécu avec mon père. Mon père très absent, parce qu'il travaillait beaucoup, il était politique, donc il travaillait beaucoup, il n'était pas là. Et je pense sincèrement que je l'ai même mentionné beaucoup, enfin dans un chapitre, je pense que ce que je suis aujourd'hui est le fruit en fait un peu de ce passé. Et dès lors en fait que je suis arrivée en France, donc pas de figure paternelle, mais j'ai eu des repères et c'est ça en fait qui a fait, je pense, augmenter mon énergie féminine. Et c'est là où c'est intéressant. Je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers de Paris et comme adolescence, on a besoin d'un repère, pour éviter d'aller vers le père. Jeu de mots, attention. On va être bien en jeu de mots, attention. On était prévenus au début. Oui, langage d'oiseau. On était prévenus. Et je trouve ça fascinant parce que en réalité, moi je suis rentrée toute jeune chez les sapeurs-pompiers, que des hommes, seules femmes là-dedans. Donc j'ai eu beaucoup de papas. Des papas qui m'ont cadré. Et militaire, c'est très difficile. C'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, souffrance totale. C'est plus l'heure. Oui. Donc, mis à part que c'était patriarcal et très très dur, j'ai eu une lecture plus tard différente. Et je pense ils ont remplacé ce manque que je pouvais avoir. Et donc en fait, j'ai eu plein de repères et plein de papas durant les 10 ans à la caserne. Et c'est ce qui a stabilisé aussi mon énergie féminine. Ce qui me manquait, je l'ai eu là.
Donc j'ai réussi à m'équilibrer et à m'éveiller grâce à ça. Même si à l'époque, il y en a 2-3 que j'avais envie de refaire des clés de bras. C'est pas comme ça qu'on s'est mis au judo. Hein. Non, le judo, c'est l'art de la résilience, un sport que j'affectionne. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup vraiment fait grandir, le fait d'être dans cet univers-là, sachant que je n'avais pas beaucoup de repères. Là où j'en avais plus besoin à cet âge-là. Et donc, on revient tout à l'heure. Vous étiez venu tardivement oui. Au sport. Oui, j'ai 20 ans, je découvre ce sport qui n'est pas du tout patriarcal, pour le coup, parce que... Alors, au Japon, si. Alors en France, un peu moins. Tout est... Voilà, on s'entraîne avec des hommes. Moi, je me suis toujours entraînée avec les garçons. Et ces garçons qui respectent pleinement les filles dans un dojo. Ils font attention. Moi, j'ai énormément progressé. D'ailleurs, je remercie toujours les garçons qui m'ont fait évoluer dans ce sport. Et je trouve que les judokas, alors vraiment, c'est un message aux judokas, la plupart, vraiment, peut-être qu'il y aura des exceptions, ils embrassent leur part d'énergie féminine parce qu'ils connaissent leur force. Ils n'ont pas envie de l'exprimer pleinement face à l'athlète féminine en face. Ils la font progresser. Et ça, je l'ai toujours vu durant toutes ces années. Et ça, c'est l'art martial. Pourquoi ? Parce qu'il y a un éveil, il y a une spiritualité autour du judo. Et donc, voilà, sa vulnérabilité de cet homme qui est face à une jeune fille pour la faire progresser, il connaît sa force. Il a l'estime de sa force. Donc, tout simplement, il va faire en sorte que de la faire progresser et de l'augmenter. Et si ça pouvait être aussi dans la société, pareil. Je ne sais pas. Oui, on n'y vient pas par hasard au judo. Parce que, on parle d'art martial et par nécessité, le soubassement, c'est qu'il y a une spiritualité. C'est-à-dire, dans la brutalité, il y a une laideur. Et dans l'expression de sa force, on essaie, quand c'est un art, de l'éviter. Et on ne vient pas par hasard à rien. Tu vois, typiquement, je pense que plus on conscientise ses choix, plus on s'autorise à se connecter de manière authentique à soi-même et aux autres, plus on trouve sa voie. Mais c'est un passage aussi par des formes de vulnérabilité. Il y a ce que j'aime beaucoup, ce que j'entends chez Asma aussi, quand elle parle du sport, il y a l'expérience de la résilience. Et il n'y a pas que les victoires dans aucun sport ni dans aucun combat. Les femmes, elles montent souvent sur le ring. Moi, je vois que les femmes, quand elles luttent pour leurs droits ou quand elles luttent pour prendre leur place, ou quand elles montent sur leur ring. Mais il faut aussi qu'elles descendent pour récupérer. Il faut qu'elles descendent du ring. Donc, quand on occupe une place, quand on cherche à occuper une place, il ne faut pas se fatiguer non plus à être trop longtemps dans cette place. C'est-à-dire qu'il faut savoir sortir pour mieux rentrer, chuter pour mieux se relever, se blesser peut-être pour récupérer, pour mieux courir après. Mais dans chaque chose, tu vois, c'est pas les voies ne sont pas balisées dès le départ. Les choses ne sont pas données dès le départ. Moi, j'entends forcément dans toute histoire de vie, il y a une forme de manque, ou peut-être une forme de souffrance, ou peut-être une forme de je vois quelque chose là qui est défaillant. Tu sais, chacun de nous a ses blessures. Certains portent davantage la blessure de l'injustice, d'autres de l'humiliation, d'autres de la honte, d'autres choses. Mais en fait, c'est comment transformer cette blessure-là initiale ou cette chose-là qui nous a manqué ou qu'on a vu, qu'on se disait mais c'est trop injuste, là, les femmes elles prennent trop de responsabilités, les hommes se la coulent douce. Comment on peut transformer cette inadéquation de départ en quelque chose qui va être plus juste pour nous-mêmes et pour les autres. En fait, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parliez de société patriarcale, qu'aucun modèle peut-être n'est parfait. Chaque modèle produit les résultats de sa, de ses règles. Chaque modèle a sa laideur, entre guillemets, et c'est sa beauté. Et c'est pour ça que dans la vie, c'est bien d'étudier les modèles, mais c'est bien de prendre ce qui est juste pour soi, en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'on a envie de tracer comme route pour soi.
pour tracer sa route et sa voie, nous avons une voie toute tracée dans l'émission. Alors il est 10h43, on va profiter de la respiration musicale et on reviendra sur les modèles entre guillemets et sur les parcours des uns et des autres qui en sont entre guillemets le fruit ou l'inspiration. Nous reprendrons notre émission et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités, Mdebhi et Asma Nyang, et nous évoquions avant cette respiration musicale les cultures matriarcales et patriarcales, Asma Nyang, sur lesquelles tu souhaitais aussi donner un éclairage, puisque dans les parcours de vie qui peuvent être les nôtres, on peut observer différentes façons de s'organiser dans sa petite société qu'on appelle la famille, Asma Nyang. Oui, voilà, c'est la famille, ce mot qui... Vous savez, il vient d'où l'étymologie? Parce que je suis une amoureuse des mots. J'aime beaucoup, comme il disait Taureau, appeler chaque chose par son nom. Et le mot famille, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans son étymologie origine. Ça veut dire la chaîne et qui s'est très liée à l'attachement. Et il y a un autre mot qui est esclave. Et c'est ça l'origine du mot famille. C'est esclave et chaîne. Qui, à la base, on disait c'était la famille, c'était les chaînes entre les esclaves. L'ADN, c'est une chaîne du vivant. Oui, donc vraiment, le mot d'origine, alors après, il est spirituellement, il veut dire autre chose, mais en tout cas, son étymologie, en latin, c'est ça. Familia, c'est incroyable. La famille, voilà, c'est ce socle que moi j'affectionne parce que c'est tout là commence en fait. Figure, ça rentre en résonance. Oui, voilà, bien sûr. C'est ce qui nous construit. Et finalement, sur ce sujet où quand la famille est dysfonctionnelle, cela arrive et que ça se répète en schéma, c'est comment arrêter ce schéma qui se répète pendant des années quand on a eu une famille dysfonctionnelle. Et aujourd'hui, c'est la question même. En fait, je pense vraiment qu'on doit se positionner aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui fait quand c'est dysfonctionnel. Voilà. Et quand on n'a pas eu un repère, on n'a pas eu une mère nourricière, qu'est-ce qui fait que dans nos choix et dans notre quotidien, à notre tour, en fait, on va créer une famille? Parce qu'en fait, ça se répète à chaque fois et on finit pas. Et c'est un peu, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir. Je regardais des chats. Hier, rigolez pas, je regardais des chats. Je me suis assise à côté et il y avait des petits chatons. Voilà. Vous savez, la maman, elle regarde ses chatons et elle est morte. Et donc, le chaton va mordre son frère. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à pas se faire mal. Mais c'est réel, hein. Les chatons, les animaux, ils sont fascinants. Je passe ma vie à les regarder. Sauf que la chose qu'on n'a pas compris chez les êtres humains, c'est bien un peu ça, quoi. Cette guéguerre un peu ancestrale depuis toujours. Et donc c'est comme ça qu'ils se... Oui, c'est comme ça en fait que le mort fort, ça fait mal. Alors quand tu joues avec ton frère, ne lui fais pas mal. Et ça se répète comme ça. Et je trouve ça fascinant. Et en fait le sujet, il est là en fait en réalité. Comment réussir à vivre ensemble, cette polarité, coexistence. Il y a toujours la lune, le soleil, féminin, masculin, il y a toujours eu ça depuis la nuit des temps, et réussir à cohabiter ensemble et réussir à construire une société. Moi par exemple je vois la jeunesse, moi j'adore la jeunesse marocaine en ce moment, je la trouve éveillée. Il y a eu un éveil, alors après Covid je ne sais pas, mais vraiment réellement quand je discute avec des jeunes, et que ce soit même en Occident, je trouve qu'il y a une jeunesse que ce soit même les hommes qui sont déconstruits. Je les trouve déconstruits de plus en plus. Alors quand je dis déconstruits, attention, parce qu'il y a ce mot-là en ce moment, on dit déconstruit. Déconstruit dans le sens de certaines croyances un peu néfastes qui se sont passées dans un homme ça pleure pas, un homme doit être toujours fort, un homme doit pas montrer son féminin trop exposé, et il faut le faire taire, et ça en fait c'est tout là où je trouve que cette jeunesse elle est déconstruite, et je la trouve un peu plus proche du féminin, et elle arrive les hommes aujourd'hui, je trouve qu'ils arrivent à mieux comprendre les jeunes, la femme qui est en face d'eux.
ils arrivent à cohabiter avec elles. Moi, c'est ce que je vois, je perçois, je ressens. Peut-être que Mariam va me dire que c'est pas du tout ça, mais c'est ce que je ressens, moi. Oui, mais c'est vrai que dans le regard, il y a parfois une intention ou une volonté. Mais on reviendra sur aussi les peuls ou les sociétés patriarcales, parce que ce sont deux fonctionnements différents. Je te voyais sourire, alors je me disais qu'il y avait quelque chose d'évocateur. Je souris quand il y a des sujets qui nous interpellent à différents niveaux, qui peut-être soulèvent des questions intimes, qui soulèvent des questions qui résonnent de part et d'autre. Sur ta question matriarcat versus patriarcat, parce que c'est très intéressant de se poser la question. Je suis je suis très heureux que cette conversation ne tourne pas entre guillemets pour le coup versus. Et c'est ça le piège, puisque dans beaucoup de conversations sur les hommes, les femmes, la femme, il y a toujours entre guillemets la conflictualité qui monte très rapidement. Et on le voit dans les sociétés où la cohabitation est de plus en plus difficile, on voit de plus en plus de divorces, de plus en plus entre guillemets de frictions, et par nécessité de moins en moins de possibilités d'intégrer ou de prendre sur soi parfois les perceptions qui sont différentes, ou les façons d'appréhender les choses qui peuvent ne pas être initialement les siennes et qui font qu'on monte immédiatement dans le conflit et dans la tension. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on voit dans le monde. La différence, est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est une source de problème? Ça dépend comment on est conditionné. Est-ce que la différence nous fait peur, ou au contraire la différence on cherche à la comprendre et à l'intégrer, et à se dire qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de positif, cette différence-là, qu'elle soit culturelle ou de genre ou d'âge ou de situation économique ou autre. Mais l'être humain est peut-être câblé ou peut-être conditionné, peut-être un peu des deux, à rejeter ce qui lui ressemble pas à la base, ou à se méfier de ce qui lui ressemble pas, ou à redouter au départ ce qui lui ressemble pas, et s'il est un peu ouvert et curieux, il va se dire je vais lui donner une chance, etc. Mais pour revenir aux questions matriarcales versus patriarcales, le matriarcat c'est pas un patriarcat inversé. On les oppose, ils sont pas opposés. Il faut pas les opposer. D'ailleurs, quand tu veux intégrer quelque chose, il faut voir comment les systèmes peuvent s'enrichir mutuellement, peuvent s'influencer mutuellement. C'est pas, je l'ai dit au début d'émission, c'est pas noir ou blanc. Le patriarcat a ses limites, le matriarcat en a aussi. Mais si on regarde quelques sociétés matriarcales dans ce qu'elles ont apporté de positif, elles ont apporté de positif une culture de consensus. Une culture où chacun a sa place, où il y a moins de domination. Moins de domination, c'est pas qu'il y en a pas, il y en a moins. Le patriarcat se pose quand même beaucoup sur des questions de domination, où l'homme tire son pouvoir aussi de la domination, c'est-à-dire de rapports d'autorité, de rapports qui sont plus des rapports de force. Et ce qu'on peut constater quand même dans les patriarcats, c'est que les hommes ont un meilleur statut social que les femmes. Alors que dans les matriarcats, c'est un peu la liberté, c'est un peu quelque chose qui est beaucoup plus libre, qui est basé à la base sur l'égalité des chances, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'on donne à tout le monde la possibilité d'évoluer, et qui est basé sur davantage de coopération. Et c'est ça ce qui est intéressant. Une société, elle a besoin de deux gens pour avancer. Celle de l'homme et celle de la femme. On ne peut pas dire, demande à quelqu'un d'avancer, c'est pas je préfère la droite ou la gauche. Tu as besoin de la droite et de la gauche pour avancer. Peut-être qu'il y aura une jambe que tu vas sentir plus forte que l'autre. Peut-être qu'il y aura... On le sent. Peut-être que tu sentiras qu'il y a la jambe droite qui est plus solide, mais la jambe gauche aussi t'apporte des choses. Mais on ne peut pas se passer de la jambe droite ou de la jambe gauche. Donc c'est très utile quand même de se poser la question, quel modèle on a envie de construire pour nous et pour nos enfants. Bon, après, effectivement, il y a la société, il y a soi-même. Et soi-même, dans la société, ça consiste à... On est attiré dans la société, même si elle a des tendances très lourdes. Elle est quand même par nature diverse et variée. Quand on observe la nature, effectivement, une infinité d'existence, une infinité d'êtres, une infinité de sensibilités. Et il y a des bulles. C'est-à-dire que même si on est dans des sociétés patriarcales, on peut appartenir à des familles matriarcales. Ça me fait penser où c'est ma grand-mère. C'est ça. Si on parle au singulier, je peux vous dire que qui décidait à la maison, c'était ma grand-mère. Alors, c'est elle qui transmet les rituels, les coutumes, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle dit là par rapport à la domination.
domination de l'homme. Après, moi, j'aime bien la science, j'aime bien le corps, savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Testostérone. La testostérone. Je veux pas parler de que l'homme devienne un homme soja. Ah oui. Mais le soja a une influence sur la testostérone. Il y a une étude récente. Oui, mais bon, l'estrogène, ça me fait penser à la lionne qui va tout le temps. Mais en réalité, le lion ne fait que dormir à la base. Mais c'est vrai, la lionne va chasser. Donc, si on parle de la nature, c'est pas vraiment un bon exemple. Mais c'est en réalité. On parle de l'Atlas. Il y a aussi des lions de l'Atlas. Et il y a aussi des prénoms. Ouais, pour le coup. Oui, pardon. Et en fait, sur cette domination, en fait, il y a aussi, c'est comment réussir en fait à s'explorer et à se connaître au-delà du cérébral. Qu'est-ce qu'on est fait de quoi? L'homme, entre sa testostérone qui est un peu plus haute, l'oestrogène, il est là, il est présent, il fonctionne depuis toujours comme ça. Et j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps. Alors quand on dit étude, ne veut pas dire certitude. Une étude parmi d'autres. L'homme se repère, donc son GPS, se repère par ses parties. Ses parties et son GPS, voilà l'endroit où donc il faut que son GPS soit aligné parfaitement, en pleine conscience, full conscient, pour qu'il sache où aller. Notre GPS est déréglé lorsqu'on est en retard. C'est notre jeudi. Les actualités, on se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Et avec nos deux invités, nous sommes avec Mariam Hello, avec Asma Niang. On viendra bien entendu au parcours des uns et des autres, mais effectivement, on reprend peut-être le sujet que nous évoquions avant la respiration musicale et le flash d'information. C'était effectivement concernant le patriarcat et le matriarcat, Asma Niang. Et de ce point de vue, tu faisais un parallèle avec ce qu'on pouvait observer dans la nature et peut-être même au niveau hormonal, scientifiquement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme je l'expliquais, il y a la testostérone, il y a l'oestrogène, qui sont des hormones. Et qu'est-ce qui fait que on peut nous, les femmes, on a un taux d'oestrogène, et c'est pour ça que je ne veux pas dire que les femmes, c'est le sexe fort. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que dans le temps, la femme, il y a beaucoup, par exemple, un exemple, beaucoup de femmes athlètes de haut niveau qui durent dans le temps. C'est-à-dire qui performent plus fort que les hommes. Pourquoi? En fait, c'est hormonal. Tout simplement parce que la testostérone baisse chez les hommes, et les femmes, leur testostérone augmente naturellement. L'oestrogène encore reste intact, et c'est pour ça que par moment les hommes, ils ont peut-être recours plus loin à certaines choses parce que c'est plus fonctionnel, mais la femme, elle dure dans le temps dans cette direction-là. En fait, c'est ça que j'aimerais en fait passer comme message, c'est s'explorer pas que sur la morale ou sur quelque chose de plus psychologique, mais essayer de comprendre comment l'homme, comment il peut comprendre la femme, comment elle fonctionne, c'est quoi ses cycles. La femme est cyclique. Une fois par mois déjà. Il y a des choses qui se passent. Et quand j'accompagne des hommes, ils ne savent même pas. Je leur pose des questions un peu existentielles sur la femme, ils sont complètement perdus, alors qu'ils ont 15 ans, 20 ans de mariage. C'est pour ça qu'ils ont l'impression de ne jamais rien comprendre à quoi que ce soit. Mais sur les cycles, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la femme... c'est vrai. La femme a explosé une fois par... leur conversation, je vous le dis. Il faut savoir que la femme, une fois par mois, c'est comme si elle avait une maladie auto-immune, d'inflammation. Déjà, rien que ça, on va parler pour le corps. Rien que ça. Niveau des hormones, en fait, le récepteur de sérotonine n'est pas trop présent. Donc, en fait, tout son univers, je pense aujourd'hui, sincèrement, qu'on ne s'y intéresse pas tant que ça. Et ça peut être l'inverse, peut-être les femmes aussi ne s'intéressent pas aussi comment l'homme fonctionne, de sa testostérone et tout ce qui chamboule à l'intérieur, mais ça reste un peu plus stable que la femme là-dessus. Et je pense que c'est ça, c'est aller comprendre, explorer pleinement l'autre, qui il est. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a complètement construite. De tout mon passage, de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et de mon métier,
c'est que j'ai essayé de vraiment explorer comment fonctionnait l'autre. Comprendre, c'est prendre. Prendre avec. Voilà, c'est magnifique. Comprendre, ça, c'est prendre avec. c'est évocateur. Le judo, pardon, c'est une traîtrise, mais le judo, c'est prendre avec, c'est prendre avec la force de l'autre. Voilà, et c'est comprendre, voilà, c'est exactement ça, c'est son étymologie, c'est prendre avec. Et en plus, c'est une responsabilité. La moitié de la planète, c'est répondre de quelque chose. On cohabite avec l'autre, c'est notre responsabilité de le comprendre pleinement, sachant que par moments, on vit toute une vie avec l'autre. Comment ne pas le comprendre? Certains se sont découverts pendant le Covid, mais malheureusement, ça a très très vite clashé. Ouais, il y a eu un taux de divorce très haut. Très élevé. Mais sur ce que vous venez de dire, les cycles, qu'est-ce que ça veut dire hormonalement parlant, quelle incidence ça a, entre guillemets, sur la façon d'être, ou sur la façon de recevoir? Tout simplement, alors il y a les femmes, elles sont plurielles, et j'aime bien beaucoup Myriam qu'elle le dit, on est complètement différentes. Oui. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est commun entre femmes depuis des années, et surtout ça, c'est que les humeurs, on parle vraiment des humeurs, les humeurs peuvent être changeantes, forcément, les hormones, alors ça joue sur les hormones, on va descendre, on va avoir plus de cortisol dans le corps, la sérotonine, évidemment. Et comment dirais-je, la cortisol, elle sera haute, donc inflammation, par moment oui et non, et surtout la sérotonine. Vraiment, la sérotonine. Et puis la femme, son amygdale cérébrale, il est en alerte à ce moment-là, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire forcément, l'amygdale, le transmetteur de l'adrénaline, c'est qu'il y a plus de peur. Ah oui. Vraiment, ils ont été prouvés, vraiment, il y a plus de peur à cette période-là. Plus difficile. On est plus, en fait, aux aguets de ce qui se passe. Ah oui, ah là là. Et donc, forcément, on se sent dans quelque chose d'hostile à l'autre. Quand on est vigilant, on se sent très rapidement. Et donc, je vais donner un exemple. Ah oui. Si on est dans cette période et l'homme pleinement ne comprend pas cet univers de la femme et ce qui se passe, elle va se sentir un peu en danger, puisqu'il y a l'amygdale cérébrale qui est là, elle est en alerte à ce moment-là. Donc la moindre agression, ça va prendre peut-être une ampleur. Et ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je dis Incel, Insa, il oublie, c'est que tous les mois ça arrive et il l'oublie. Et donc il y a toujours quelque chose de pas fonctionnel dans la maison, c'est extraordinaire. Oui, il faut. Mais on ne sait pas bien pourquoi. Mais c'est pas éviter. En fait, c'est ça toujours. Ah, c'est bon. Non, c'est accompagner, comprendre, sécuriser. Mais c'est dans les conversations. Et dans tout ça, il y a un mot qui sort. Regarde, il y a un mot qui sort dans tout ça. Oui. C'est responsabilité, sécurité, tout ça. Il y a un mot qui sort. Quel est l'inverse du mot peur? On le connaît tous. Quel est l'inverse du mot peur? Sérénité? Non. L'inverse du mot peur, c'est l'amour, avec un grand A. Dans toutes les philosophies, spiritualité. La peur est d'un côté, l'amour est de l'autre. L'amour avec un grand A, je parle. Dès lors qu'il y a de l'amour avec un grand A, et pleinement habité, là je parle vraiment dans un côté très spirituel de la chose, il n'y a plus de peur. Madame Mahlou, c'est intéressant, ça nous fait réfléchir. Ça me rappelait un maître en yoga qui me disait exactement ça, parce que quand on étudie le yoga, quand on rentre en salle de yoga, on fait des performances, c'est-à-dire qu'on fait des asanas, c'est de la gymnastique entre guillemets. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de réflexion sur soi, de moments de méditation active, de moments de ressenti des muscles et de travail sur les méridiens et sur les voies énergétiques. Et en fait, ce maître, parce que lui, du coup, c'était pas qu'un enseignant en yoga, c'était un maître, puisqu'il intégrait à la fois la spiritualité soufie et le yoga. Et en fait, il disait tout simplement, ce que je rejoins totalement ce que dit Asma, au niveau des masses musculaires, des masses squelettiques, des masses grasses, le corps de l'homme et le corps de la femme ne sont pas câblés de la même façon. Les hommes ont beaucoup plus de masse squelettique, les femmes ont beaucoup plus de masse grasse, c'est totalement lié à leur fonction reproductive. Et là aussi, c'est très intéressant. De quoi on est composé favorise des éléments. Les femmes ont cette force-là de pouvoir donner la vie, de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir se préparer, de pouvoir accoucher. Et donc, il y a ce besoin fondamental, et le corps est magnifiquement fait, de plus de masse grasse pour favoriser tout cela. Mais
Pour revenir à ça, là aussi, même le niveau d'oestrogène dans le corps, là aussi est magnifiquement étudié, puisque les oestrogènes favorisent la protection des os. Et donc quand ils baissent, malheureusement, avec la ménopause, avec énormément d'événements de la vie, on avance, la vieillesse, etc., aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que c'est un rapport? Il y a un rapport sur la densité, il y a un rapport sur la faiblesse, et c'est totalement dans notre sujet, puisqu'on oscille entre la force et la vulnérabilité. Et du coup, ce qu'il faut penser, comme les femmes sont aussi actives et sont aussi présentes dans le champ sportif, dans le champ artistique, dans le champ de l'entreprise, il est normal que leur performance ne soit pas linéaire dans le temps. Et ça, c'est une invitation aussi aux femmes à de l'autocompassion, parce que je vois autour de moi, Rahma ma'arasoum avant toute chose. En fait, ce sujet-là, pourquoi il est intéressant de dire que nous, les femmes, mais comme tous les êtres humains, mais peut-être qu'on a... Le sujet, c'est les femmes entre la force et l'invulnérabilité. C'est que c'est tout à fait normal d'être des fois dans des phases de force et des fois dans des phases de vulnérabilité. C'est normal lié à nos hormones, c'est normal lié à notre façon, comment on est conçu et câblé. Et donc, le rejeter, c'est rejeter notre nature. Rejeter, ne pas accepter d'être vulnérable, ne pas accepter d'être sensible ou hypersensible à certaines phases du moi, ne pas accepter peut-être un excès de colère à certains moments de la vie où des choses nous cherchent. C'est rejeter la manière même dont on est faite, c'est-à-dire qu'on est faite de manière cyclique et on n'est pas faite de manière linéaire. Donc même la façon dont on va aborder le travail et la vie, et se mettre en yoga, je disais, et ça m'avait fasciné. Il s'appelle Driss Benzouine et je le salue ce matin. Il disait, Driss, il disait que pendant les règles des femmes, on doit prendre soin d'elles. En fait, la nature va les inviter, elles, à prendre soin d'elles-mêmes et que la famille autour d'elles, les frères, les sœurs, les enfants, le père, les couvre, les protège, qu'elles fassent moins de... Même si elles travaillent beaucoup dans la maison, et chacun a le droit, mais qu'elles se donnent ce moment de recul et de repos qui est nécessaire à leur corps pour se régénérer et pour repartir de plus belle une fois que les règles sont parties. Et si on respecte ça, on respecte notre énergie après. Oui, parce qu'on ne peut pas être nourricier si on se sent en danger. On est en mode alerte, je trouve ça, je vais juste reprendre, je trouve ça tellement puissant. Parce qu'en réalité, quand les hommes font ça, les règles, c'est aussi le fait que c'est qu'il va à la création. C'est-à-dire que même, ça parle même d'eux. Voilà, ils se protègent même eux-mêmes. Parce que c'est ça la nourricière qui fait en sorte que eux, ils sont là et ils existent parce qu'il y a cette femme qu'ils l'ont reçu. On a tous reçu cette énergie-là. D'où le fait que, dans les exemples qu'on a pu observer dans la culture marocaine, il y a la présence des familles dans les stades, lorsque les joueurs, effectivement, vont avoir une performance à délivrer. Tu souhaites réagir, Madame Hua? C'est juste que les femmes, pour être pleinement épanouies, heureuses et performantes, ont besoin d'hommes soutenants et présents. Et lors de ces phases-là de fragilité ou de vulnérabilité qui sont tout à fait normales et qui sont tout à fait biologiques et qui sont tout à fait les bienvenues, parce que c'est des phases où il faut analyser, prendre du recul, se reposer, se régénérer, etc. L'homme doit prendre sa place à ce moment-là. Encore plus de place pour venir soutenir, réconforter, apaiser justement les peurs ou les colères ou l'excès d'émotions. Et donc quand cette femme-là se sent accueillie comme ça, se sent réconfortée comme ça, elle ne peut donner que le meilleur d'elle-même après. 11h20, on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts. Je ne sais pas si on peut garantir qu'on puisse donner le meilleur après. Mais on va se retrouver jusqu'à midi et vous pourrez nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités, Asma Niang et Mouline Mihlou. Alors, nous parlons de la place de la femme, mais effectivement, quand on parle des hommes et des femmes, il y a des différences qu'on peut observer d'un point de vue de la psyché, d'un point de vue physique. Nous parlons de l'aspect hormonal. Sur la psyché, Mouline Mihlou, c'est vrai qu'il y a cette phase cyclique que nous abordions. Est-ce que c'est le seul aspect entre guillemets que la connaissance scientifique a essayé d'explorer ou d'observer à sa façon? La psyché féminine est très intéressante à étudier.
En tout cas, il y a des peurs universelles chez les femmes. La peur d'être inadéquate, la peur de ne pas être assez, la peur de l'imperfection. Il y a des peurs peut-être plus prononcées dans des sociétés traditionnelles que dans des sociétés dites occidentales. Mais, par exemple, pour ne parler que du syndrome de l'imposteur aussi, il y a énormément de peurs. Mais j'ai parlé, alors ça c'était parce que celle qui a étudié statistiquement beaucoup de femmes et les questions du féminisme et de la féminité, c'est une auteure, chercheuse, PhD, elle s'appelle Brené Brown. Et Brené Brown a parlé du pouvoir de la vulnérabilité. Elle disait que les femmes, une fois qu'elles se sont débarrassées de leur peur d'inadéquation, genre est-ce que je suis à ma place ou pas, est-ce que je suis assez ou pas, est-ce que je suis, genre j'en fais pas trop, est-ce que j'en fais pas assez, est-ce que l'inadéquation c'est que tu n'es pas taillé pour ce job ou là pour cette place dans la famille ou là dans le couple, etc. La peur de l'inadéquation c'est que tu te dis qu'est-ce que je fous là, etc. C'est une peur assez, j'allais dire assez diffuse et assez commune entre beaucoup de gens. La peur d'être imparfaite aussi. Il y a une forme il y a une forme de ces injonctions à la perfection viennent souvent des éducations familiales. Allez, tiens-toi bien, sois droite, vas-y, ne pleure pas. Même pour des femmes, j'ai entendu ne pleure pas. Tiens ta dignité, etc., etc. Donc, en fait, dès qu'on a ces peurs-là, on ne relâche pas la pression vis-à-vis de soi-même. En fait, c'est totalement lié au fait de comment je lâche la pression ou je lâche pas la pression. Parce que quand ces peurs-là sont très élevées, ça veut dire que je suis sur le qui-vive, hendak, balak, je fais attention, je veux pas faire d'erreur, je veux pas qu'on me remarque, etc. Et donc, avoir le courage de vivre une vie entière, une vie qui nous correspond, une vie qui correspond à nos valeurs, c'est apprendre à se détacher de ces peurs-là, qu'on a peut-être héritées. Des fois, il y a des héritages inconscients qui passent, tu t'es intéressé à la psyché humaine. La psyché humaine, il y a des choses dont on a conscience et des choses, malheureusement, dont on n'a pas conscience. Et qu'une fois dans la vie d'adulte, par rapport à des expériences qu'on va vivre, par rapport à des choses, on va se dire, ah, tiens, peut-être, il y a un schéma de répétition par rapport à telle ou telle peur qui m'invite là aussi à me mettre beaucoup de pression et qui finalement je porte des masques ou des armures, mais qui suis-je une fois que j'ai enlevé ce masque et cette armure-là? Qu'est-ce qui reste de moi en tant que personne? Une fois que je me suis débarrassée de ce statut social, de ces médailles, de ces diplômes, qu'est-ce qui reste de moi? Et est-ce que je suis heureuse et satisfaite de ce que je vois, de ce qui reste? Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'on cherche dans notre vie et ce qu'on accumule, c'est des ornements. C'est beau, hein, on le fait pour avoir l'air plus belle, plus intéressante. On se rend compte que, bon, in fine, ces collections ne sont pas tout à fait soi-même. C'est-à-dire, on s'identifie en tant que ceci, en tant que cela. C'est pour ça que tu as affaibli quelque part. Il y a aussi la peur il y a aussi l'emprise de la honte, malheureusement, qui existe beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Et l'emprise de la honte, elle est redoutable. Tu sais, on traîne avec nous tous des casseroles, hommes comme femmes, tous des casseroles, tous des choses dont voilà, on se la ramène pas, on n'est pas trop fiers, on va pas les déclarer en public, etc. Mais le jour où on assumera, le jour où on assume justement des travers, des maladresses, le fait qu'on n'a pas été à la hauteur dans certaines situations, etc., le jour où on se défait, ce jour-là, je peux te garantir qu'on va être beaucoup plus aligné et on va avancer de manière beaucoup plus digne, mais sans avoir besoin d'armure ni de masque. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus... Tu joues pas même pas une posture vis-à-vis de toi-même. Mais c'est formidable. J'acquiesce à 100% parce que le jour où on a assumé ses travers, on est devenu de plus en plus en retard dans notre émission. Alors, Asma Niang. Très rapide. On parlait de honte, Mariam, mais surtout la honte, c'est très lié au rejet. Parce que si j'ai honte, c'est parce que l'autre ne va pas m'accepter, la communauté, dans la chose qui a été honteuse, vont me rejeter. Et c'est là où elle dit aussi un mot, se détacher de la peur. Alors c'est vrai que pour ma part, pour mon expérience, se détacher de la peur, moi je sais que ça m'a renforcé un peu la peur. Et vraiment c'est véridique de la mettre de côté. La peur c'est pas quelque chose de négatif, mais aussi tout à l'heure j'ai opposé l'amour et la peur. La peur c'est là et elle nous dit des choses. Par contre elle nous dit des choses, mais qu'est-ce que ces choses, ces pensées vont devenir en action? C'est ça qui nous mène aujourd'hui.
Alors plutôt, encore, je vais revenir à ça, moi, l'amour et encore l'amour. Comment mettre de l'amour dans sa peur? Et je sais dès lors qu'on met beaucoup d'amour dans cette peur-là, eh ben, il y a quelque chose qui se transforme vraiment en sublimation. Ah bah la mission qui est la sienne, je ne sais pas s'il va sublimer notre émission, mais on va l'écouter pour le flash d'information et nous nous retrouverons après les actualités qui nous sont présentées, vous le savez, par Karim Brunet. Et nous reprenons la suite de notre émission avec nos deux invités et eux. Alors nous sommes avec Asma Niang et nous sommes avec Mélie Mihlou, nous parlons des femmes, de la place qu'elles peuvent occuper. Et quelquefois le parcours de vie, il se construit aussi à travers des thérapies. Est-ce qu'on aborde différemment cet aspect-là, puisque scientifiquement on parlait des différences au niveau hormonal, mais également des incidences sur la psyché qui existent, des différences entre les hommes et les femmes et peut-être entre les petites filles et les petits garçons. Asma Niang, dans le sport on observe que cette question effectivement arrive au niveau des coachs, des accompagnants et parfois très tôt lorsque on est sur ce cursus-là ou sur ce chemin de vie du monde sportif où il faut affronter peut-être plus tôt des peurs ou des blocages qu'il s'agit de surmonter. Oui, alors vraiment dans le sport, elle a spécialement, je parle pas du sport santé, je parle du sport de haut niveau qui est pas du tout du sport santé. C'est un terrain aussi névrosé par conséquence, et il faut appeler un chat un chat. Hein. Et souvent il est appelé sport santé, alors pas du tout. C'est une minorité dans le monde qui font du sport de haut niveau, donc dès là peut-être ces jeunes filles font ce sport-là, ce qui est un terrain un petit peu qui peut ouvrir. Alors pour l'instant, elles sont en mouvement dans leur carrière. Alors pendant leur carrière ou après, elles peuvent ouvrir certaines mémoires qui sont là, des mémoires du passé ou leur fonctionnement, schéma familial qui peut les impacter. Et moi je vois beaucoup de similitudes, beaucoup sur certaines jeunes filles aussi, justement tout à l'heure quand je parlais de l'énergie masculine, ou peut-être certaines choses où la figure paternelle n'était pas là, elle n'a pas eu un schéma, un repère, et par moments elle a pris ce rôle-là en fait pour se protéger tout simplement. Alors ça a servi aussi à sa carrière, parce qu'il y a eu cette force. Oui, ce pouvoir ou cette puissance qu'on peut expérimenter dans le sport, qui nous, entre guillemets, ouvre des portes qu'on aurait pensé fermer pour soi. Bien sûr, cette régénération, résilience, c'est de se dire que ces douleurs-là, alors on peut les puiser, mais moi je ne crois pas que ça puisse être éternel. C'est pour ça que souvent les athlètes, dès lors qu'ils décrochent, ou quand ça ne va pas dans leur sens, eh bien, quand ils dépriment ou ils font un burn-out, ils sont très très loin de la cause du sport. C'est toujours quelque chose qui est extérieur. Je n'interviens rarement, alors là c'est pas de la prépa mentale, quand je suis en thérapie aussi avec les athlètes, sur le sport en lui-même. C'est souvent certaines mémoires, des choses qui sont là au passé, qu'ils veulent régler, que ce soit la figure paternelle, maternelle, quelque chose qui s'est passé dans leur enfance ou leur jeunesse. Et c'est là où c'est intéressant, c'est comment réussir à que ce sport, des êtres humains avec une expérience d'athlète de niveau et pas le contraire, qui puissent en fait s'épanouir. Et là on parle des femmes aujourd'hui, comment ces femmes, tout à l'heure elle a bien dit Myriam, elles sont au podium, on va descendre. Moi, je m'identifiais au podium, à la médaille à l'époque. Je me suis vue m'identifier à cette médaille. La médaille, c'est moi. Cette médaille que j'ai gagné un grand prix. Cette médaille, c'est vraiment moi. Mais avec le temps, avec un éveil, quelque chose qui s'est révélé, que je n'étais pas et je ne serais absolument pas ma médaille. C'est une récompense. Et voilà, et rien d'autre. C'est une belle récompense qui a été là. Mais elle ne fait absolument pas que partie de moi. Alors, un éveil et un réveil, qu'est-ce que c'est? Voilà, un éveil et un réveil. Un éveil et un réveil en même temps. Mais en tout cas, comment ne pas s'identifier à leur poste, que ce soit des joueuses de foot, et dès lors en fait qu'elles ne s'identifient pas, dès lors qu'il y a un rejet, tu n'es pas sélectionné, tu n'as pas gagné, tu ne vas pas aller jusque là, finalement tu n'as pas une carrière de haut niveau. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce travail-là fait qu'elles ne se sont pas identifiées. Elles prennent leur rôle d'être, déjà avant tout, et puis de femmes, d'être, et de femmes, et je trouvais peut-être un autre chemin de comment se sublimer. Et souvent, ce travail, s'il n'est pas fait, là, on peut tomber vraiment sombre. Et c'est pas que le sport, les études, l'entrepreneuriat. Ça, absolument. Ça, c'est... Oui, si effectivement... Ouais, c'est vrai que
parfois on s'identifie à la chose qui n'est pas encore la médaille qu'on a pu accrocher à soi-même, et le fait de ne pas y arriver, ça peut faire perdre le goût même de se réveiller le matin, et ce peut être terrible. Sur la psyché, sur l'accompagnement, s'il s'agit peut-être de parler des spécificités quand on accompagne peut-être jeunes filles ou des femmes de façon générale, tu as évoqué les 3 peurs, ou certaines des peurs qui étaient davantage récurrentes du point de vue statistique peut-être chez les femmes. Oui, effectivement, quand on s'intéresse en tout cas aux sciences humaines ou à l'être humain, on évite effectivement de le mettre dans une case en se disant qu'il y a des choses communes de toute façon qui nous relient, aussi bien des peurs que des réalisations, et aussi bien que des modèles féminins majeurs, et notre société en a eu beaucoup. Je pense à Aïcha Chna par exemple, qui a été une militante qui a restauré une part d'estime d'elle-même, ou en tout cas une part de dignité incontestable pour les mères célibataires au Maroc. Il n'y a pas que Aïcha Chna, on a eu dans notre culture marocaine aussi des femmes conquérantes, des femmes corsaires, même quand on remonte au siècle précédent, on a eu des femmes extrêmement fortes et brillantes dans tous les champs, y compris celles de la cavalerie, de la guerre, de la conquête et de la stratégie. Et ça, c'est important. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on accompagne les femmes comme on accompagne les hommes ? Ça dépend des thérapeutes, ça dépend de leur archétype. Si on se fie à Carl Jung, ça dépend de ce qu'elles ont comme complexe ou comme ce qui les anime. Qu'est-ce qui est présent chez elles le plus ? Est-ce que c'est l'archétype de la mère ? Est-ce que c'est l'archétype de la grand-mère ? Comment ça les anime à l'intérieur d'elles-mêmes ? Tout ça est intéressant parce que chaque être humain est unique et chaque femme qui viendra à être accompagnée est unique parce qu'elle a eu, certaines ont perdu leur père, d'autres ont perdu leur mère, d'autres ont vécu des deuils, certaines ont vécu des traumas jeunes, et donc du coup ça ne les a pas fait évoluer de la même façon. Et donc face à cette trajectoire de vie, je pense que le coach ou le thérapeute doit être déjà à l'écoute, doit être pleinement sensible et ouvert et empathique à l'histoire qui se présente à lui et au lien que la personne fait entre son histoire, ses racines et ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui compte aussi, c'est de comprendre les interprétations qu'on fait des choses. Et l'histoire prend sens quand quelqu'un la raconte. C'est pas, on peut pas l'objectiver, cette histoire. Elle est forcément subjective parce qu'elle est liée à la personne, à comment elle établit les causes à conséquences, les causes à effet, etc. Donc il va falloir être dans beaucoup d'humilité et d'écoute face à ce qui se présente à soi et voir où est-ce qu'elle veut aller, cette personne. C'est ça ce qui compte aussi, c'est d'où elle vient et où elle est présentement, où est-ce qu'elle veut aller. Et en fonction de ça, et souvent, on essaiera de l'accompagner au mieux. Souvent, la réponse à où on veut aller, c'est toujours par rapport aux attractions qui peuvent être les nôtres. Et on revient à la question des modèles. Alors, le modèle peut être la mère ou la grand-mère ou d'autres modèles qu'on a pu observer dans la société. Et je tiens à dire que les symboliques féminines aussi sont des symboliques de refuge. C'est-à-dire que historiquement, même Jung l'a beaucoup analysé, la caverne, le Middelkaf, c'est très féminin, c'est une protection, c'est la sécurité, c'est le refuge, la maison, le foyer, c'est extrêmement féminin, c'est une fonction de protection et de refuge. Le ventre d'une mère, c'est une fonction de protection et de refuge. Donc en fait, le féminin joue dans notre société quelque chose d'extrêmement protecteur, qui doit être et protecteur, et chaleureux, et enveloppant. Et d'où la courbure. Les femmes ont ça d'enveloppant. D'où la difficulté lorsque l'injonction est d'être tournée vers l'extérieur. Lorsqu'elle ne trouve pas écho en soi-même. Lorsqu'elle trouve un écho en soi-même, c'est formidable, il y a cet alignement, Madame Hello. Mais en Occident, ou de façon générale, il y a cette double injonction, mais qui vient parfois de l'extérieur, parce que ce sont des questions de survie. On a besoin du travail de l'homme et de la femme à l'extérieur. On a besoin il y a beaucoup plus de pression sur les hommes et les femmes de ce point de vue, et sur les femmes plus encore, parce qu'elles vont assumer
parfois cette double casquette, ce double rôle. Biologiquement, les femmes sont des sources de vie, de soins et de protection, biologiquement. Donc c'est une part tellement naturelle qu'il ne s'agit pas de la renier. Au contraire, qu'il faut l'apprendre. Et si la vie amène les femmes, parce que la vie a amené des femmes, c'est la vie, c'est les circonstances de la vie. Une fille qui perd son père, une femme qui perd son mari, soit à cause d'un décès ou d'un divorce, doit occuper plus de place et doit occuper plus de rôle que le rôle inné, j'allais te dire, pour lequel elle est destinée. Peut-être qu'elle devra aller chercher le repas pour ses enfants, la nourriture, parce qu'elle est toujours dans ce rôle de protection pour la famille. Mais elle doit aller sortir pour chercher des choses qui sont nécessaires au foyer. Donc, quelque part, s'il y a des femmes aussi qui sont devenues conquérantes ou chasseuses et pas que garantes de la stabilité d'un foyer, c'est lié aux circonstances qu'elles ont vécues. Et quelque part, la vie, c'est aussi accepter ce qui se présente à nous et le transformer. Ce n'est pas se plaindre. Si elles se plaignent, ça ne va rien changer dans leur vie. Et si elles ne le font pas, ça ne va pas assurer la protection qu'elles doivent assurer à leurs parents ou à leurs enfants, etc. Donc elles doivent le faire. Après, il faudra réparer ce qu'il y a à réparer quand ce sera le moment de la pause et de la réparation. Bon. Comment se comprendre dans tout ça? Absolument. Moi, j'aurais une petite histoire après sur ça. Enfin, moi, je reste toujours sur, pas opposé, mais comment les deux êtres peuvent cohabiter pleinement et avancer ensemble pour un meilleur monde, on va dire, meilleur monde pour la génération, pour ceux qui viennent après nous. Alors, la petite histoire, alors peut-être je la garderai pour la fin, je ne sais pas combien de temps il me reste. Tout de suite, parce qu'on est très vite arrivé. Alors, moi, je vais vous poser une question. Peut-être vous saviez, on ne spoile pas, comme ils disent les Canadiens, ne divulgue pas gâcher. Divulgue gâcher. Vous savez pourquoi quand un couple, l'homme et la femme, mais vraiment crient, sont en colère, très en colère, et bien, ils sont à côté, collés parfois, et ça crie très fort. L'un crie, et l'autre crie. Vous avez une idée? Ou pas? Vous ne voulez pas spoiler, je sais pas. Pourtant, ils ne sont pas loin. Donc, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la chambre, peu importe, dans la pièce de la maison. Ça crie très fort. Et pourtant, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants entendent, ils ne comprennent pas, ça crie. Vous n'avez aucune idée? Alors, en réalité, ça crie parce que la femme peut-être, ou l'homme, peu importe, sent le cœur de la femme si loin, qu'il a envie de toucher son cœur. La femme a envie que son message passe à l'homme. Et tous les deux cœurs sont loin, le corps sont près. Et donc on se met à crier. Alors peut-être dans ce moment-là magique, peut-être avoir la pleine conscience, une full conscience de se dire, peut-être que l'autre, mon mari, ou peu importe la figure masculine devant moi, sent que mon cœur est loin. Et donc peut-être qu'il va y avoir un peu un côté d'empathie dans tout ça, parce qu'en réalité c'est ce mot-là aussi. Et contrario, les amoureux ou les gens qui sont très proches se chuchotent. Et c'est pour ça que, comme j'aime ceux qui nous écoutent, je chuchote pour eux. Et en fait, finalement, c'est ça, parce que les cœurs sont proches. Et je trouve ça fascinant. Et je suis sûre qu'il y a comme les cœurs ont des neurones, le cœur, voilà, on sait que les cœurs ont des neurones. Et je pense sincèrement, c'est pour ça que par moments, on libère notre voix, parfois par violence, pour tellement toucher le cœur de l'autre. Donc voilà, je vous invite à méditer sur ça. C'est une merveilleuse façon de conclure notre émission. Alors, il est difficile de rebondir après. C'est vrai. On a parlé de la puissance de l'amour et des cœurs. Et c'est vrai que si on le cultive tous les jours, on sera davantage dans notre force. C'est certain. Il faut être du côté des cultivateurs. Bien entendu, il y a toujours des choses à faire fleurir en soi et dans son entourage, au possible, ou dans nous, si on en a la possibilité. Alors, ça va être notre mot de conclusion. On se retrouve pour d'autres thématiques des experts. Je vous remercie toutes deux pour votre présence avec nous, pour cette première émission, après cette courte absence et cette reprise aujourd'hui. Excellente écoute sur notre antenne. Le prochain rendez-vous, c'est à midi, un journal d'actualité qui nous sera présenté par Kamal Sal. Les experts sont...